Alors, l'Union Pirate, du coup, c'était un syndicat étudiant. Donc là, moi, je viens de l'Union Pirate Rennes 2, parce que l'Union Pirate, en fait, c'est un syndicat qui est présent dans toute la Bretagne. On a l'Union Pirate Caen, l'Union Pirate de Nantes, l'Union Pirate, du coup, pour Caen, la Normandie. On a l'Union Pirate également à Brest, etc. L'Union Pirate Rennes 2, du coup, c'est un syndicat étudiant qui est majoritaire sur la fac de Rennes 2. Voilà, majoritaire dans les conseils. Du coup, c'est un syndicat étudiant qui se bat du coup, pour le respect des droits des étudiants et des étudiantes et qui tous les jours mène voilà enfin, je veux dire régulièrement mène des actions pour combattre la précarité étudiante, qui siège également pour obtenir des droits et obtenir des avancées pour les étudiantes et faire entendre également leur voix au sein des conseils. Donc on a été fondé, enfin au tout début ça s'appelait l'armée de Dumbledore. Voilà, c'était on va dire une liste, parce que ça prend en fait au début la forme de liste, les syndicats, puisqu'on se Ouais. présente à l'occasion d'élections, les centraux qu'on appelle. C'était une liste qui était présentée voilà, pour combattre la réunification des deux universités, Rennes 1 et Rennes 2. Et du coup, cette liste s'est finalement transformée donc, du coup, en l'Union Pirate. Euh, et à l'occasion de cette transformation, on va dire, il y a eu un véritable rayonnement. Et du coup, au niveau de la Bretagne, on s'est organisé en syndicat de l'Union Pirate pour maintenir du coup une identité vraiment régionale et maintenir une vraie présence un petit peu dans toutes les universités. Et l'objectif, bien évidemment, est de pouvoir combattre la précarité étudiante au maximum et donc de pouvoir siéger au maximum dans les conseils pour vraiment être auprès de la prise de décision et au sein des universités. Ok. Donc là, vous êtes surtout présent et présente en Bretagne, hein. Vous êtes Oui, présent c'est ailleurs ça. aussi. Ok. Ok. Ouais. Bon, évidemment, il y a depuis tout à l'heure, je sais pas si tu vois les questions, mais évidemment, depuis tout à l'heure. Alors, je te la pose maintenant parce que c'est la blague que tout le monde fait sur le chat, hein, mais tout le monde demande est-ce qu'il faut avoir un crochet ou une jambe de bois pour adhérer. Bon, voilà. Je pense que non, vous accueillez tout le monde tant que c'est des Non, étudiants, j'imagine. oui, Jambe de voilà, bois c'est ou ça. pas. Ouais. Euh, Alors, ouais. c'est juste pour l'Union Pirate, c'était vraiment quelque chose, c'était une volonté aussi d'avoir une petite patte et de garder cette patte suite à l'armée de Dumbledore, ce petit truc d'opposition, on va dire, et également assez humoristique, parce que voilà, l'Union Pirate, comme on aime bien le dire, on est à l'abordage Ouais. du coup de respect des droits des étudiants et des étudiantes. C'est important pour nous de garder cette identité. Il y a aussi le petit logo du navire. Et en vrai, c'est une stratégie également parce que ça permet d'avoir, comme je dis, une identité. Ça permet d'être un symbole et surtout d'être assez reconnaissable parce que je sais que, voilà, même au niveau de la communication, pour tout ce qui est tote bag, pour tout ce qui est, tout ce qui sont les petits objets, c'est quelque chose, c'est vraiment, voilà, l'Union Pirate est connue nationalement. Et mais non, on n'a pas besoin d'une jambe de bois et d'être un vrai pirate pour rejoindre l'Union Pirate. Il suffit d'être engagé et de vouloir combattre la précarité étudiante pour y aller. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Il me semble aussi que vous êtes affilié à l'Union étudiante aussi, c'est ça? C'est ça. Du coup, ouais, voilà, ça, nationalement, donc il y a le syndicat qui est la première organisation du coup syndicale étudiante de France, l'Union étudiante, et du coup, on est un des syndicats locaux de l'Union étudiante, voilà, parce qu'il y a des sections Union étudiante un peu partout en France, et nous, on est vraiment un syndicat du coup indépendant, mais on fait partie de l'Union étudiante au niveau national, c'est ça. Ok. Ok. Depuis, alors, il faut aussi que je remette un petit peu les liens que j'avais de côté. Depuis une semaine ou un peu plus, il y a une succession de mobilisations, alors principalement sur N2, mais j'ai l'impression un peu ailleurs aussi. Ouais. Alors, il y a eu effectivement des violences policières, d'autres événements comme ça dont on va peut-être parler un peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir, revenir sur la mobilisation à Rennes qui dure depuis, j'ai l'impression, fin janvier, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu un blocage fin janvier. Tu peux peut-être revenir un petit peu là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que la mobilisation, c'est aussi à l'échelle nationale qu'on la prépare parce que depuis décembre, par exemple, en tout cas à Rennes 2, on tient plutôt des réunions d'information pour informer en fait sur le déficit du coup et l'austérité budgétaire qui menace, on va dire, l'université de Rennes 2, on va dire à l'échelle locale, après je parlerai un petit peu plus d'échelle nationale, mais à l'échelle locale, on a vraiment cette menace du déficit. Et en fait, cette menace du déficit, elle est très urgente. Donc, le déficit d'une université, du coup, nous, il s'élève à près de 5 millions du coup d'euros de déficit. Et en fait, ce déficit, si l'université ne le corrige pas, ce sera une mise sous tutelle. Donc c'est le rectorat qui va prendre les rênes, on va dire, de l'université et qui va remplacer finalement la présidence plus ou moins.
et c'est une grande menace parce que ce déficit, ça veut dire l'adoption de plans d'austérité, et les plans d'austérité, c'est vraiment le gel de postes pour les enseignants, c'est la hausse des frais d'inscription pour les étudiants et les étudiantes étrangers. Donc voilà, c'est des choses qui sont, et je n'en cite, pour n'en citer que quelques-uns, mais c'est aussi la fermeture de places en licence, en master, la fermeture de BU ou de restaurants universitaires. Donc voilà, c'est vraiment une menace concrète pour les conditions d'études des étudiants et des étudiantes. Et du coup, nous, on a vraiment, depuis décembre, on essaie de démocratiser cette question du déficit et de l'austérité budgétaire. Et ça, on le fait du coup en lien avec le syndicat étudiant national, l'Union étudiante, parce que voilà, il y a eu plusieurs dates de posées depuis novembre-décembre pour vraiment construire la mobilisation à l'échelle nationale. Et nous, on a repris ces dates. Du coup, il y a en effet eu un blocage en fin janvier qui a duré un jour au début. C'était vraiment le premier lancement, parce qu'on a eu des AG, du coup des assemblées générales dans lesquelles les étudiants et étudiantes, les forces politiques et les forces syndicales, ou même des étudiants et étudiantes autonomes, tout à fait indépendants de tout parti ou tout syndicat, viennent s'organiser. On a eu une AG informative au début, c'était juste pour exposer le déficit, et après c'était des AG où on a pris des décisions, et la décision du coup en fin janvier a été prise de bloquer, pour la première fois on va dire de 2025, de bloquer la fac. Ça a duré un jour, donc voilà, c'était un blocage très court, c'était voulu, c'était vraiment juste pour parler aux gens et pour montrer, et puis le blocage est une bonne arme pour mobiliser et pour visibiliser en fait la lutte des étudiants et étudiantes contre du coup dans ces cas-là l'austérité budgétaire qui est vraiment notre mot d'ordre. Donc voilà, on a bloqué une première fois et puis ensuite on a continué tout au long de janvier et du coup en février, on a continué de s'organiser en assemblée générale plusieurs fois par semaine, enfin au moins une toutes les semaines et même plusieurs fois par semaine, en comité d'action et de mobilisation pour vraiment organiser concrètement sur le campus et même au niveau plus national la lutte contre l'austérité budgétaire, contre les politiques gouvernementales du coup qui sont celles des gouvernements successifs. Donc voilà, on a vraiment, c'est notre gros mot d'ordre, en tout cas à Rennes 2, et au niveau national, du coup, l'Union étudiante, voilà, on va dire, pose des dates nationales. Par exemple, le 11 février, c'était la date nationale du coup, qui a été lancée, dans laquelle du coup, on a eu notre manifestation et la répression policière a été assez visible. Mais voilà, c'était vraiment ces dates qui sont posées nationalement. Nous, on le reprend à notre niveau. D'autres universités les reprennent également. Ils tiennent des AG. Voilà, nous, on est vraiment une des premières facs qui a été mobilisée. On a un petit peu, on va dire, le fer de lance ou l'avant-garde. Mais il y a vraiment d'autres universités qui se mobilisent aussi, mais à leur échelle et à leur, selon leur temporalité, parce qu'on a été assez précoce. C'est pour ça qu'on en vient aussi, qu'on en est venu à une occupation, parce qu'on a eu du coup deux blocages. Il y a eu un deuxième blocage de voter le 18 janvier. Et pendant ce blocage, on a vraiment eu le 28 janvier, excusez-moi, vraiment cette volonté de marquer quelque chose un peu plus long et de plus marquant. Et il y a eu une occupation du coup qui a duré 4 jours à la suite de la décision de bloquer l'université. Et là, du coup, ça a vraiment plus largement visibilisé, moi je pense, notre lutte. Mais voilà, il faut toujours remettre ça dans on va dire, la construction et l'organisation plus nationale de la chose, parce que on sait très bien qu'à notre niveau, à la simple échelle locale, on n'arrivera pas à combattre ces plans d'austérité, on n'arrivera pas à combattre ces coupes budgétaires qui sont faits par des gouvernements et par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc voilà, ce qu'on veut montrer, c'est que ça se joue vraiment à l'échelle nationale, mais que c'est à l'échelle locale que on doit tous et toutes se mobiliser. Mais voilà, c'est pour ça que c'est grâce à l'Union étudiante et avec l'Union étudiante, en relais à l'Union étudiante, qu'on s'organise en date, et on s'organise du coup pas seulement en blocage, mais ça se traduit en tout cas à Rennes 2 souvent par des blocages et des assemblées générales. Ok, stylé. Peut-être juste avant de revenir un peu sur des trucs peut-être un peu plus locaux, on reviendra peut-être sur la question nationale après. J'apporte juste une précision, parce qu'il y a Schlack TV sur le chat qui en parle, et c'est vrai que j'ai pas précisé ce que c'est que l'Union étudiante. Alors il écrit l'Union étudiante est issue d'une scission de plusieurs unions locales de l'UNEF, et c'est plutôt classé comme gauche radicale. Je sais pas si tu peux Oui. peut-être apporter une précision à ce que c'est que l'Union étudiante aussi, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Oui, bon, l'Union étudiante, c'est du coup c'est plus ou moins ça. C'est quelque chose quand même c'est un syndicat qui est assez, enfin qui est assez récent. C'est une fédération de syndicats du coup locaux qui sont du coup classés comme du coup ça a été dit en fait vraiment à la gauche radicale de l'échiquier politique. Et du coup ça a été créé du coup en 2023 pour remettre une date, pour mettre une date du coup, sur la chose. Et du coup à la suite du coup d'une fusion de l'organisation l'Alternative qui a été créée en 2019 et de scission du coup locale de l'UNEF comme ça a été dit. Ça a été dit. Voilà, c'est ça l'Union étudiante, c'est ça en termes de date et en termes de scission et de fusion. Mais voilà.
Ok, comme ça, je pense qu'au moins c'est un peu Oui, plus c'est clair clair, c'est clair. pour tout le Mm. monde. Sur la question peut-être alors locale et régionale, parce que oui, bon, effectivement, là maintenant, il y a un budget qui a été adopté comment Exactement. dire, dans les conditions qu'on connaît. Peut-être plus localement, en tout cas en Bretagne, enfin en tout cas peut-être plus déjà au niveau de la Bretagne, parce que au niveau des facs, ça se joue beaucoup régionalement aussi. C'est quoi les difficultés spécifiques que vous rencontrez à Rennes, à Brest ou dans d'autres villes, même si j'imagine que c'est pas exactement les mêmes revendications locales et régionales, mais il y a quand même des liens en Bretagne en tout cas. Il y a quoi de spécifique au niveau de la précarité Mm. étudiante? Alors, c'est vrai que du coup, le statut budgétaire, c'est un gros mot, et nationalement, c'est un gros mot, mais c'est vrai qu'il y a on va dire des répercussions et des conséquences qui sont assez différentes selon les universités. En Bretagne, en tout cas, moi, j'ai parlé pour Rennes 2, mais pour Rennes 2, par exemple, il y a eu la décision de la suppression de l'enseignement supérieur à distance, qui est quelque chose de très important à Rennes 2, hein, qui offre un large panel de formation et qui permet à des étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas simplement avoir des cours en présentiel d'accéder à l'université et aux cours et aux formations proposées. Donc voilà, on a eu cette suppression qui a commencé à être décidée au sein du coup des conseils d'administration. On a également du coup à Rennes 2, je pense que c'est quand même assez différent. Par exemple, je sais que dans certaines autres universités comme Rennes 1, il y a la menace du plan de Bienvenue en France. Du coup, Bienvenue en France, pour rappeler un petit peu, pour remettre dans le contexte, c'est un plan de hausse des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Donc voilà, c'est quelque chose qui marque un vrai choix politique et une vraie, on va dire, une vraie tournure assez raciste, hein, des politiques austéritaires qui sont du coup choisies à l'échelle gouvernementale et qui se répercutent et trouvent des conséquences locales. La Rennes 2, on n'est pas forcément menacé pour l'instant par ce plan, même si on sait que voilà, c'est quelque chose qui peut rapidement venir. Mais on a aussi également la menace de fermeture et de réduction des capacités d'accueil dans certaines formations, les formations comme les STAPS par exemple, qui sont des formations qui restent quand même assez très précarisées et qui demandent pas mal de réunir plusieurs conditions matérielles et donc qui forment un vrai coût pour les étudiantes et puis également pour l'université. Donc voilà, en fait, en tout cas à l'échelle de Rennes 2, c'est plus ou moins ça les grosses menaces. Et puis après, c'est toujours aussi euh, le gel des postes des enseignants et des enseignantes, voilà, l'emploi voilà, des contractuels. Enfin voilà, c'est vraiment des menaces qui sont faites pour la communauté enseignante, de se voir du coup aussi réduire tout simplement les postes, et puis privilégier par exemple les doctorants, les doctorantes voilà, pour faire court. Donc c'est une vraie menace également pour les personnels, les BIAT, comme on les appelle. Euh, du coup, nous, à Rennes 2, enfin à Rennes, que ce soit à Rennes, à Brest ou même partout en France, c'est une menace qui est la même du coup sur toutes les universités. Et voilà, en vrai, c'est ce que je peux dire pour Rennes. Après, du coup, à l'échelle enfin, pour le reste de la Bretagne, on sait que Brest, par exemple, Brest c'est un EPE. Donc voilà, c'est des traductions qui sont différentes, mais il y a toujours ces grosses mesures et ces grosses conséquences qui sont la réduction de places en Alors, licence, la réduction de places en master, parce qu'il y a également une sélection qui est véritablement organisée, du coup, avec Parcoursup, avec mon master, et cette sélection, du coup, elle va être poursuivie du coup par les plans d'austérité qui vont réduire les places en licence, les places en master et former une vraie sélection sociale des étudiants et des étudiantes au sein des universités, en rappelant que l'université doit être gratuite et doit être un lieu d'émancipation pour toutes et tous, sans distinction, que ce soit selon les origines ou même selon les capacités, on va dire, scolaires, les aptitudes scolaires, ni les résultats. je précise juste parce que tu as utilisé l'acronyme EPE tout à l'heure, je précise juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Un EPE, c'est un établissement Mm, public expérimental. Et en c'est gros, ça. nous, alors moi j'habite dans le nord de la France. Nous, à Lille, on a eu ça aussi il y a quelques années. On a eu la création d'un EPE, c'est-à-dire que c'est un regroupement des différentes universités. En gros, c'est un regroupement des différentes universités, que ce soit les facs comme certaines écoles, soi-disant alors, ce qui est mis en avant, tu me diras si je me trompe peut-être, parce que ça remonte à il y a quelques années, mais c'était
L'idée, c'est d'allier les forces et de pouvoir créer des passerelles entre les différentes écoles. En réalité, ce que beaucoup de gens dénoncent, c'est que c'est surtout un moyen de faire des économies, en fait. Exactement. Ok. Oui, c'est ça. C'est en fait le PE et nous, c'est comme ça qu'on le traite et comme ça qu'il doit être traité. C'est une certaine manière, c'est une manière aussi de déroger un petit peu à tout ce qui est cette vision de l'université comme un lieu d'émancipation et un lieu où tous les étudiants et étudiantes peuvent également suivre une formation. C'est une manière d'aller aussi d'avancer la sélection des étudiantes et de finalement pallier le manque de moyens donnés à l'éducation et d'augmenter les frais de scolarité pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Euh, Vous, peut-être ouais, spécifiquement à Rennes 2. Alors après, Rennes 2, peut-être aussi pour préciser pour les gens qui ne savent pas, Rennes 2, ça fait partie des facs assez historiques. En général, quand tu as des mouvements nationaux, Rennes 2, c'est un peu toujours les premières facs qui lancent des grosses mobilisations. J'ai l'impression quand Mm. même de ces dernières années. Il y a quelqu'un, alors c'est BM1018 sur le chat, qui demandait quel est le pourcentage d'étudiants qui vous suivent dans cette lutte. Alors je sais pas si tu as le pourcentage précis, mais en gros à peu près, est-ce que la lutte elle est particulièrement suivie à Rennes 2 par exemple? Alors, faut savoir que du coup, j'aurais pas de pourcentage à donner, bien évidemment, parce que c'est très dur aussi de parler en termes de mobilisation. Mais je sais que c'est donc Rennes 2, comme ça a été dit, c'est vraiment une fac qui est très souvent mobilisée pour tout ce qui est pour tous les mouvements sociaux et puis même pour selon toutes les actualités, on va dire nationales. Mais la mobilisation, elle prend beaucoup. Par exemple, en AG, c'est une des meilleures manières de quantifier plus ou moins le taux de mobilisation. En AG, voilà, on est presque 400 à chaque AG. L'AG un petit peu, voilà, cette AG se vide pour certaines raisons, mais voilà, on est vraiment plus de 400 en AG. Donc il faut savoir que Rennes 2, du coup, c'est 19 000 étudiants. Donc c'est quand même quelque chose, c'est difficile de quantifier exactement le nombre d'étudiants mobilisés. Et il y a aussi le fait que l'austérité budgétaire qu'on combat, tous ces plans d'austérité, ils se jouent à une échelle qui est très précise au sein de l'université et quelque chose qui est très peu transparent et très obscur en final. C'est très difficile et nous, ça a été un gros enjeu de pouvoir démocratiser cette question, de pouvoir la rendre accessible à toutes et tous les étudiants pour qu'ils puissent s'en emparer et juger voilà, en toute, qu'ils puissent juger pour eux-mêmes à quel point voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Et je Ouais. pense que quand on parle concrètement des conséquences que ça a concrètement sur leur quotidien, sur leurs conditions d'études, c'est facile de voilà aussi de leur dire que même si la mobilisation, voilà, pour certains, ça se déploie pas toujours en blocage, c'est aussi voilà partager par exemple partager les posts, en parler autour d'eux. On sait que par exemple il y a des groupes de promo, c'est sur quelque chose, voilà, inviter les gens à aller en agir même si on n'y va pas et inviter les gens à se saisir de la question finalement et aussi de passer des signaux, passer un vrai signal à la présidence et puis au ministère et puis plus largement au gouvernement. Mais voilà, c'est une mobilisation qui prend pas mal à Rennes quand même. On voit même pendant les blocages qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mobilisés pour bloquer la fac. Que voilà, même quand on avait eu notre première journée de blocage, où il a fallu se retrouver à 6h30 au métro pour organiser ce blocage et puis pouvoir bloquer les différentes entrées, il y avait quand même du monde, ce qui est un petit peu difficile hein, pour certaines universités. Donc voilà, nous on a quand même le, le, la mobilisation prend. Après, il y a toujours aussi euh, l'exploitation par certaines forces politiques et puis même l'exploitation par la présidence en quelque sorte sur N2 avec leur communiqué de cette force anti-blocage parce qu'en fait les étudiants, il faut savoir aussi qu'ils peuvent être contre ce blocage parce que le blocage c'est beaucoup vu et ça circule beaucoup dans tous les médias hein, comme un moyen de perturber comme méthode de perturbation des cours et aussi peut-être de présenter ce profil de l'étudiant flemmard qui n'a pas envie d'aller en cours et qui du coup bloque sa fac, même si voilà, c'est quelque chose qui est très facilement c'est facile à débunker, sauf que c'est très compliqué de le faire puisqu'on a très peu de couverture médiatique en tant que telle, on a très peu d'espace de visibilisation et très peu d'espace d'expression finalement à l'échelle nationale, même à l'échelle locale. Hein, on est très c'est très vulgarisé, notre lutte est très vulgarisée, hein, même beaucoup même dans les médias locaux. Donc voilà, c'est très compliqué de savoir exactement qui mobiliser, mais du coup cette force anti-blocage et les étudiants, il y a aussi une mise en concurrence et une mise en opposition des étudiants entre eux par la présidence, quelque chose qui est très facilement organisé par la présidence. Hein. Il leur suffit de communiquer qui sont du coup envoyés sur toutes les adresses mail des étudiants et des étudiantes sur leur ENT pour que voilà on résume notre mobilisation, nos blocages à des dégradations, nos rassemblements à des volontés de perturbation et justement
nos rassemblements aussi à des moyens aussi de légitimer du coup à l'échelle à l'échelle préfectorale, enfin voilà, à l'échelle même du département et à l'échelle nationale, de légitimer une intervention aussi des forces de l'ordre au sein même du coup de l'université. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais voilà, c'est On quelque va chose reparler, de on va reparler. difficilement quantifiable. Ok, est-ce que comment la direction de l'université elle réagit pour l'instant à votre mouvement? Parce que bon, les coupes budgétaires nationales, ça les concerne aussi directement. Bon, il y a aussi la question de l'autonomie des universités. Quelqu'un qui posait la question dans le chat Ouais. tout à l'heure. Est-ce que vous revendiquez aussi alors je sais plus c'est quelle loi, c'est la loi LRU, je crois, sur l'autonomie des universités. Est-ce que vous revendiquez son abrogation aussi? Bon, alors peut-être ça fait partie d'un truc plus général, mais la direction aujourd'hui, de votre côté, elle réagit comment à ce mouvement? Alors oui, du coup, l'abrogation enfin les lois du coup sur l'autonomisation des universités, bien évidemment qu'on en revendique l'abrogation. Mais du coup, à l'échelle du coup de la présidence, en tout cas de notre université, on a quand même une présidence voilà, qui est quand même, voilà, notre président, par exemple, est syndiqué à la FSU. Donc voilà, il y a quand même une prise de position assez à gauche, on dirait, de la présidence, qui n'a pas, voilà, qui au début, par exemple, en début janvier, s'est mobilisée avec, en coordination avec d'autres présidents d'universités au sein de France Université, du coup, qui est un regroupement des présidents, de certaines, pas toutes, hein, présidences d'université, un regroupement qui n'a aucune vocation syndicale ni politique, mais voilà, qui facilite parfois la discussion entre présidents et présidences. Et voilà, ils se sont mobilisés. Il y avait eu une action, je me rappelle, ils étaient restés devant la présidence, ils avaient levé des pancartes université en danger. Donc voilà, il y a quand même ils ont un petit peu communiqué, même si ça reste très faible, sur les menaces et ce qu'ils faisaient aussi à leur échelle pour pallier à cette menace finalement du coup des lois d'autonomisation des universités et ce menace de manque de moyens qui sont croissants, enfin un manque de moyens croissant pour les universités, pour certaines universités, voilà, parce qu'il y a aussi une échelle de financement d'université, mais voilà, c'est à l'échelle de Rennes 2, ils sont quand même assez mobilisés, la présidence reste mobilisée, mais c'est une mobilisation qui pour nous reste très faible et qui a malheureusement tendance à se faire en opposition avec un mouvement étudiant et en opposition avec certaines décisions des assemblées générales. Parce que voilà, ils ont quand même essayé de. Il y a eu un dialogue quand même un petit peu d'instaurer entre l'Assemblée, enfin certaines fois instauré entre l'Assemblée générale de Rennes 2, ou même l'Union Pirate, et du coup la présidence. Par exemple, voilà, il y avait des négociations qui se faisaient sur l'ouverture de bâtiments, pendant le blocage, etc. Sauf que il y a quand même une forte opposition aux méthodes qui sont employées pendant ce mouvement étudiant et pendant cette mobilisation, en tout cas rennaise. La méthode, par exemple, du blocage, de l'occupation, etc. Et par exemple, on a eu une fermeture administrative de la fac pendant plus d'une semaine après du coup l'occupation, ce qui nous a empêché, et ce qui est voilà avoué, ce qui nous a empêché de nous organiser au sein même de notre université, de nous organiser en termes d'assemblée générale et puis qui a empêché, on avait sorti un communiqué dessus, voilà, je vous invite à le regarder sur notre compte Instagram, qui empêche les étudiants d'accéder à leurs lieux, pas forcément d'études, mais aussi aux lieux comme enfin, aux équipements sportifs, culturels, ou également pouvoir travailler indépendamment des cours, comme à la BU, voilà, la Bibliothèque universitaire centrale qui avait fermé. On a trouvé ça vraiment quelque chose qui était très peu vu. En général, la présidence, voilà, met tout en œuvre pour réouvrir très rapidement le campus. Et là, pendant une semaine, on a été bloqué. Donc voilà, il y a quand même une opposition, voilà, il y a quelque chose, c'est pour éviter la binarisation, mais il y a quand même une prise de position qui est différente et qui a un degré différent dans du coup cette opposition aux coupes budgétaires organisées du coup à l'échelle gouvernementale. Mais c'est vrai que notre présidence à Rennes 2 reste quand même un petit peu reste engagée contre ces coupes budgétaires austérité et puis ces choix gouvernementaux et ces manques de moyens pour l'université parce qu'ils sont aussi voilà, ils sont aussi touchés. Mais il reste quand même dans les actes et dans les formes que prennent cette opposition, on déplore quand même une forte opposition au mouvement étudiant et une forte diabolisation du mouvement étudiant rennais. Au niveau des profs, est-ce qu'il y a du soutien, aussi bien du soutien spontané que leur part, que vous, en tant qu'Assemblée générale, vous êtes peut-être allé chercher aussi? Ouais. Bah oui, oui. En fait, il y a aussi des AG en-delà, parce que la GRN2 n'est pas une AG strictement étudiante, contrairement à ce qu'on a envie de montrer, et contrairement à ce qui peut être aussi visible. C'est une AG aussi qui a pour vocation de rassembler le personnel et les enseignants. Et il faut savoir que du coup, il y a eu beaucoup d'assemblées générales de personnel, même si c'était beaucoup moins médiatisé en tant que tel,
Il y a eu beaucoup d'âgés de personnel qui ont été tenus, voilà, des personnels, voilà, des techniciens et des enseignants également qui se sont mobilisés et qui ont aussi pris position parce qu'il y a, il y a des étudiants, enfin des enseignants qui sont syndiqués au sein de leur syndicat professionnel, qui se sont emparés de la question et qui ont rejoint les étudiants pendant les AG, pendant l'occupation, qui étaient présents à presque tous les AG, presque tous les comités d'action de mobilisation, qui nous rejoignent sur les rassemblements interfac du coup rennais, qui sont des moments très importants et des moments très cruciaux pour voilà, visibiliser notre lutte. Du coup, ils s'organisent également. Il y a eu des grèves, par exemple, le personnel s'est mis en grève pendant plusieurs jours, en suivant également la date nationale qui était du coup lancée par l'Union étudiante. Donc voilà, et aussi, on le fait en concordance, et puis pour moi, c'est là que réside tout l'intérêt également de notre mouvement, même s'il est beaucoup étudiant et que voilà, on le dénonce beaucoup à l'échelle étudiante, parce qu'on reste un syndicat étudiant. Il y a également cet enchevêtrement finalement de la casse du service public et aussi de la menace d'autres services et la menace aussi, l'austérité menace directement hein, et même plus largement les postes enseignants, voilà, les contrats et menace aussi et va conduire à une précarisation toujours plus des travailleurs et des travailleuses. Donc ça se fait toujours main dans la main avec eux, même si les AG de personnel et leur mobilisation restent beaucoup moins massives que celle des étudiants et étudiantes, pour certaines raisons également, hein, parce qu'il y a aussi la volonté aussi de la présidence d'empêcher et d'enrayer cette mobilisation à l'échelle des enseignants et enseignantes, parce que voilà, s'il y avait une réelle et une massive convergence des luttes, ça poserait un vrai problème pour eux et pour même à l'échelle locale ou nationale. Mais il y a toujours cette volonté de travailler main dans la main, et elle est faite, en tout cas à Rennes 2, et même au travers un peu partout en Bretagne, même je pense à Brest, il y a eu aussi des AG de personnel faites avec des AG du coup étudiantes, et il y a des discussions voilà, qui sont lancées. On a eu des AG interfac, du coup, avec un peu partout en France, mais c'était aussi très breton, des AG interfac dans lesquels les personnels ont pris la parole, dans lesquels les personnels ont pensé aussi à ce qu'ils pouvaient faire et quelles méthodes ils pouvaient employer à leur échelle et pour mobiliser également pour mobiliser du coup leur secteur, on va dire, qui est très difficilement mobilisable, mais ça c'est assez historique et c'est assez facilement explicable du coup au niveau des mouvements sociaux. Mais voilà, il y a quand même ça reste très important pour nous et on ne cesse, par exemple dans nos tracts, dans tous les tracts qu'on rédige, dans tous les appels qu'on fait, on ne cesse de le répéter que ça doit se faire en lien main dans la main avec les travailleurs et les travailleuses, avec les enseignants et avec le personnel des universités. Et est-ce que justement, alors il y a quelqu'un qui pose la question sur le chat Mmh. tout à l'heure, je ne sais plus qui exactement. Donc un peu, enfin, je te pose ces questions-là aussi pour montrer à quel point la question que vous essayez d'aborder en général avec vos mobilisations étudiantes, c'est pas juste, comment dire, enfin, c'est que ça concerne quand même, enfin pour montrer à quel point ça concerne beaucoup de gens et que ça concerne aussi peut-être des gens qui sont pas forcément étudiants aussi quoi. Parce que je te pose la question sur les autres étudiants, sur la direction, sur les profs, mais aussi quelqu'un sur le chat qui posait la question, est-ce que vous faites des liens avec d'autres alors la personne sur le chat disait avec d'autres prolos quoi, avec d'autres personnes, avec d'autres cœurs de métier, avec d'autres secteurs de métiers mobilisés, est-ce qu'il y a ces liens là aussi qui sont faits au niveau de votre lutte? Ah oui, alors c'est une question tout à fait légitime et puis une question qui se pose, c'est franchement, en fait, comme je le rappelais, on est vraiment dans une logique de convergence des luttes parce qu'on sait que cette précarisation qui est organisée par les gouvernements et les régimes néolibéraux, elle touche tous les secteurs, elle touche beaucoup les étudiants et nous c'est ce qu'on voit, on va dire concrètement, mais elle touche également tous les travailleurs et travailleuses et certains secteurs. Par exemple, on sait qu'en Bretagne, et nous on a enjoint à rejoindre cette lutte. Par exemple, l'AG de Rennes 2 on avait rédigé un tract, une lettre ouverte aux syndicats, parce que du coup, on demande également aux syndicats professionnels de se mobiliser. C'est très important pour nous qu'ils puissent poser des dates, qu'ils puissent suivre nos mobilisations et les répercuter, on va dire, à l'échelle nationale et même à leur échelle locale. Donc on mène plusieurs, par exemple, nous, avec nos pirates, et on lance des intersyndicales, des appels aux intersyndicales pour pouvoir s'organiser du coup les syndicats professionnels. Et par exemple, du coup, comme je disais, en Bretagne, il y a eu la fonderie Bretagne du coup qui du coup menacée de licenciement massif par Renault. Et du coup, et la CGT est très présente du coup sur cette lutte. Et du coup, on appelle vraiment
aux étudiants et également aux travailleurs et travailleuses de se saisir de ces questions, de se saisir de ces problèmes également qui se font dans certains secteurs, dans certaines usines, à d'autres échelles, pour pouvoir réaliser que c'est vraiment une précarisation générale qui est organisée. C'est toujours un recul dans les droits, dans l'obtention de droits pour les travailleurs, travailleuses, étudiants et étudiantes, parce qu'on a également aussi à notre échelle des étudiants et étudiantes qui connaissent aussi le salariat étudiant, ouais, qui doivent se salarier pour pouvoir vivre, simplement, pouvoir se nourrir et pouvoir se loger. Donc, bien évidemment qu'on sait que ça se fait en lien avec les travailleurs et travailleuses et que un mouvement social, voilà, il doit toujours se faire dans cette logique de mélanger tous les âges, de mélanger tous les secteurs, on va dire tous les emplois, tous les syndicats, toutes les organisations politiques. Donc, c'est très important pour nous de lancer un signal en le faisant débuter ce mouvement sur nos lieux d'université, mais on sait que c'est un signal qui doit absolument être repris et c'est pour ça que tous les jours et de façon très récurrente, on appelle les syndicats à mobiliser leur base. Par exemple, on était présents du coup nous au congrès de la FSU qui s'était tenu très récemment sur Rennes au coin des Jacobins. La GRN2 avait fait une intervention devant le congrès. On avait convergé vers ce congrès pour rappeler du coup c'est un syndicat qui est très 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 enseignant, mais voilà, c'est pour rappeler les travailleurs et les travailleuses que c'est important de reprendre notre lutte, de la défendre à leur échelle et de l'adapter peut-être aussi à leurs revendications et à leurs problèmes plus spécifiques. Voilà. Est-ce que toi, comme peut-être l'AG étudiante, enfin la GNRN 2 en général, j'imagine que vous espérez que ce qui se passe actuellement à Rennes 2 soit un peu puisse lancer un mouvement plus général en France. Ça, après, j'embraye un peu sur peut-être les questions plus nationales. Mais est-ce que tu espères que ça embraye sur un mouvement plus général? Ah oui, bah ça, en vrai, c'est notre objectif et c'est ce auquel c'est là où on converge, on va dire, parce que on sait très bien que donc c'est très important à l'échelle locale, comme on l'a dit, il y a des répercussions de ces politiques austéritaires qui sont très spécifiques aux universités. C'est pour ça que à l'échelle locale, voilà, on va dire, on invite les âgés à se former localement, mais on sait que pour se faire entendre, et c'est la stratégie de l'Union étudiante, c'est pourquoi on trouve très important de s'organiser aussi au niveau national. On sait que c'est important que ça prenne du coup nationalement, parce que les coupes budgétaires massives qui ont eu lieu dans l'enseignement supérieur, plus de 130 millions, et maintenant on voit que ça va s'élever à plus d'1 milliard de 2024 à 2025, ces coupes budgétaires, elles touchent tout le monde. Voilà, et toutes les universités, et il y a des universités qui peinent, on va dire, un peu plus à se mobiliser, parce que voilà, il y a aussi des historiques politiques. On sait que Rennes de la Rouge, voilà, Tolbiac la Rouge, Mireille la Rouge, donc voilà, pour situer un petit peu à Paris, peut-être du coup à Toulouse, parce que j'étais justement à Toulouse ces derniers jours pour des élections, mais aussi pour suivre leur mobilisation, puisqu'ils tenaient une AG hier. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de convergence des AG, et surtout d'un mouvement de volonté de construire un mouvement étudiant qui est national pour que le signal soit envoyé de manière nationale et que toutes les universités puissent vraiment alerter leurs étudiants sur les problèmes spécifiques et les répercussions spécifiques de l'austérité budgétaire, de la sélection à l'université, mais qu'on puisse s'entendre comme des mouvements, voilà, comme tout mouvement social qui a fonctionné. Moi, je pense à la réforme de retraite, même si c'est très différent. Voilà. À différentes, même des mobilisations qui sont faites de façon un peu plus précoce et sur un terme, enfin un long, une continuité, qui sont faites sur une temporalité un peu plus longue. Mais voilà, on trouve ça très important de construire nationalement. Et par exemple, nous, c'est pour ça que la JRN2 fait très attention aussi à appeler à des dates nationales, à appeler une mobilisation nationale. Par exemple, la prochaine, c'est le 13 mars, parce qu'on sait que voilà, il y a les vacances et que c'est un peu compliqué en tout cas pour la fin février, pour cette université de se coordonner, et de construire une mobilisation. Mais voilà, on appelle vraiment à se saisir de la chose. Par exemple, il y a Lille qui a bloqué, Lille 3 qui a bloqué il y a 3 jours. On sait qu'il y a également Sciences Po Toulouse qui a bloqué, même si bloquer c'est une méthode et un moyen de montrer, de visibiliser cette revendication parmi tant d'autres. Toutes les universités, par exemple, et c'est très visible, l'Union étudiante le visibilise beaucoup, toutes les universités font des actions symboliques au sein de leur du coup d'études, enfin en tout cas tous les syndicats étudiants qui appartiennent à l'Union étudiante. Il y a des actions rue-balise, voilà, il y a des actions chaises vides. Donc les actions chaises vides, c'est une manière de comprendre le symbole étudiant, c'est-à-dire que voilà,
on dispose de chaises libres sur une agora ou sur un lieu qui est très visible au niveau de l'université. Et on montre, et du coup, voilà, on y colle des pancartes et on y colle du coup des revendications étudiantes pour montrer que ce manque de moyens et cette fermeture et cette remise en cause finalement de l'accès égal et gratuit pour tous les étudiants et étudiantes à un enseignement, supérieur, c'est quelque chose voilà, qui est le même partout. C'est pour ça aussi qu'on reprend et qu'on fait très attention à avoir des mots d'ordre, certains mots d'ordre nationaux et peut-être des mots d'ordre plus spécifiques pour l'organisation plus locale de la lutte. Mais voilà, c'est vraiment, il y a plusieurs choses qui se font. Après, Rennes 2, comme j'ai dit, c'est vraiment, on a commencé assez tôt, de manière assez précoce, donc c'est forcément qu'on est un peu plus central, qu'on occupe peut-être une place un peu plus centrale dans cette mobilisation, en tout cas plus visible à l'échelle des médias ou même à l'échelle des étudiants mobilisés partout en France. Mais on a en tout cas, on a les infos, parce qu'on est en lien avec les autres syndicats, on est en lien avec les autres AG, ça se mobilise vraiment partout, c'est plus ou moins facile. J'étais hier par exemple au Mirail, et j'étais un peu plus d'une centaine en assemblée générale, du coup la mobilisation se construit, et il y a également cette volonté de la construire intelligemment. Nous à Rennes 2, il y a la question aussi de la construire intelligemment et de ne pas essouffler le mouvement, parce que les occupations, les blocages, les rassemblements, enfin les AG, ce sont des méthodes de lutte qui sont très fatigantes. Elles demandent pas mal d'organisation, elles demandent d'être constamment sous ses gardes, elles demandent voilà, aussi de constamment s'organiser, d'être constamment dans une logique unitaire et transpartisane, on va dire. C'est quelque chose d'assez compliqué certaines fois. Mais voilà, on veut vraiment montrer qu'on le fait en lien avec les autres universités, donc on ne se précipite pas, qu'on appelle à des mobilisations nationales qui sont logiques et qui concordent avec plus ou moins toutes les informations qu'on peut tenir des autres étudiants et étudiantes ou même d'autres personnels ou enseignants mobilisés partout en France. Attends, parce que j'avais une question après. Oui, c'est Tranche tout à l'heure sur le chat qui parlait de ça aussi. Sur la question des blocages, parce que c'est vrai que quand on a commencé à parler des mobilisations, très vite, tu as parlé des blocages. Alors tu disais qu'il y avait d'autres formes de mobilisation et tout. Alors je sais plus quelle est exactement la question de Tranche que sur le chat, mais en gros, comment vous en arrivez à penser aussi rapidement au fait que pour porter vos revendications, il faut bloquer votre fac? Je pose cette question un peu de manière naïve, parce que moi j'ai un peu une réponse dans ma tête, mais peut-être pour les gens qui ne comprennent pas, c'est quoi l'intérêt d'un blocage? Et au-delà de pour aller un peu au-delà de la caricature qu'on peut en faire, dont tu parlais tout à l'heure, sur les étudiants, en plus il y a aussi cette idée des étudiants bourgeois qui bloquent leur fac parce qu'ils n'ont rien à faire de leur journée, qui ne veulent pas travailler et qui ça n'a aucune conséquence pour eux. Montrer à quel point au contraire ça a une conséquence pour vous et qu'il y a une raison pour laquelle vous faites ça. Et pour quelle raison justement vous bloquez votre fac? Mais de toute façon, c'est une question qui est absolument pertinente, qui n'est pas du tout stupide ni bête, et c'est une question qu'on invite également que nous, à notre échelle, on souhaite poser, parce que justement, ce blocage, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est, comme le disait Jean sur le chat, c'est quelque chose c'est une forme particulière, et c'est quelque chose de très perturbateur, du coup, dans l'image qu'on veut lui en donner, même dans l'image qu'on peut donner, et c'est quelque chose de volontaire aussi. Notre objectif, bien évidemment, et pour tous les étudiants mobilisés, pour en faire partie, et pour porter leur voix, c'est pas quelque chose, pas une volonté d'empêcher les cours de se tenir. Évidemment que non, parce que du coup, tu parlais aussi d'étudiants bourgeois qui n'ont pas forcément autre chose à faire de la journée. On a beaucoup d'étudiants mobilisés qui sont très touchés par cette précarisation des étudiants et des étudiantes, pas seulement à l'échelle de l'université, mais également à l'échelle du logement, à l'échelle du Crous, par exemple, avec l'augmentation des loyers, également à l'échelle par exemple, du repas à 1 euro, qu'on espère voir passer au Sénat. Mais voilà, toutes ces choses-là, la remise en question de ce repas à 1 euro, toutes ces choses-là, je suis sûre qu'elles participent du coup qu'elle motive les gens à se mobiliser. Du coup, on a plein, par exemple, d'étudiants au sein de nos rangs, même que je connais, qui sont salariés et qui ont certainement autre chose à faire, ou même qui ont... on bloque également, mais par exemple, il y a des dates, il y a des choses, c'est difficile de voir les courses annulées, parce qu'il y a aussi des étudiants qui passent, on n'est pas en période de partiel, mais qui passent des examens, des exposés, etc. On sait très bien que c'est un vrai choix politique. Mais ce choix du blocage, c'est quelque chose assez d'historique aussi en termes de lutte étudiante et en termes de lutte et de mouvements sociaux. C'est quelque chose qui est beaucoup repris, c'est assez traditionnel de bloquer sa fac quand on porte des revendications estudiantines. Mais là, c'est quelque chose qui permet en fait de visibiliser du coup notre lutte et de montrer qu'il y a en fait que le blocage de l'université et de nos lieux d'études, il ne vient pas de nous, mais il vient de plus haut, et du coup il vient d'une présidence, il vient d'un gouvernement en fait, et que
même si on bloque, c'est toujours quelque chose qui sera temporaire dans tous les cas, hein, ce sera jamais définitif. Si on bloque, c'est pour montrer que les étudiants et les étudiantes, ils peuvent aussi se réapproprier la fac. Les étudiants et les étudiantes, ils peuvent aussi montrer que la fac, ça peut devenir un lieu aussi, un lieu de formation politique, un lieu d'émancipation et de réappropriation du savoir. Par exemple, nous, on a fait très attention. Sur du blocage, c'est très dangereux aussi de traiter que la question du blocage. Il faut aussi montrer que nous, au sein de notre université, en tout cas à Rennes 2 et puis dans toute université, il y a un programme, il y a un agenda, on a un emploi du temps qui est publié à chaque fois qu'on bloque. Par exemple, quand on a le premier blocage, on avait tenu un petit déjeuner populaire. Après, on avait appelé au rassemblement, on était le rassemblement en ville, on était revenus, on avait tous mangé ensemble. On avait tenu également pendant l'occupation des formations voilà, juridiques qui ont été données par exemple par la défense collective, des formations aussi, les universités populaires comme on les appelle. C'est quelque chose qui est en train de se construire énormément à Rennes 2. Les gens s'organisent avec des enseignants, enseignantes, personnel pour faire des universités populaires, donc par exemple pour avoir un amphi dans lequel certaines personnes donc, proposent des cours, proposent des formations, donnent du matériel, on va dire, théorique et pratique aux étudiants et étudiantes pour continuer à apprendre, continuer à s'émanciper donc avec le savoir, continuer à développer du coup on va dire la curiosité et en fait faire des lieux d'université ce à quoi il est vraiment destiné. Quand on bloque, en fait on tient cette université non pas comme quelque chose d'inaccessible, même si en termes physiques peut-être que voilà, c'est inaccessible pour certains étudiants, mais aussi quelque chose qui est réapproprié par une communauté étudiante et qui déploie une véritable armature théorique, armature pratique, armature politique, parce que c'est important aussi de montrer que la jeunesse elle est engagée, que la jeunesse elle est politisée, contrairement à ce qu'on veut nous montrer. Et puis voilà, il faut toujours aussi faire du lien avec, comme tu dis, du coup, l'échelle plus nationale, c'est-à-dire aussi l'actualité politique, hein, pour par exemple faire du lien avec le nouveau Front populaire, la dissolution de l'Assemblée nationale et montrer que la jeunesse est mobilisée majoritairement pour ce nouveau Front populaire et qu'il n'est pas respecté, voilà, que ce vote n'est pas respecté quand voilà, on nous nomme des ministres, des ministres qui sont des ministres poussiéreux, qu'on a vu voilà, se succéder dans énormément de gouvernements, des gouvernements de droite, des gouvernements néolibéraux, voilà, et quand on ne voit aucun ministre issu du nouveau Front populaire, issu de la gauche radicale, être nommé et on ne voit en fait aucune mesure respecter également les engagements et le programme qui a pu être tenu et qui a pu être proposé par le nouveau Front populaire. Donc voilà, c'est quelque chose, on veut montrer que c'est un lieu aussi, donc que l'université est un lieu qui peut être réapproprié par les étudiants, comme je le dis, je le redis, et qui est un lieu de vie alternative. Et c'est pas seulement non plus les cours, l'université, c'est aussi c'est un lieu de socialisation. C'est un lieu dans lequel du coup, on peut rencontrer des gens, dans lequel on peut parler, trouver des centres d'intérêt communs, dans lequel également on peut se former autrement, dans lequel on peut voilà, tenir des activités sportives, culturelles, dans lequel voilà. Par exemple, on a fait aussi beaucoup cette lutte, elle s'est fait aussi beaucoup en lien avec les Beaux-Arts qui ont également occupé et qui ont tenu pendant cette occupation au sein de leur bâtiment des ateliers créatifs. Nous aussi on en a tenu, mais eux du coup c'est un peu plus facile, et peut-être plus logique également, plus automatique, parce qu'ils ont vraiment un matériel à disposition qui fait que les étudiants ils peuvent voilà, faire des banderoles, ils peuvent politiser finalement leur action et montrer que cette mobilisation politique, cette mobilisation étudiante, c'est aussi un lieu de créativité, d'inventivité et un lieu d'expression de toutes les manières, quelque manière qu'elles soient, d'expression du mal-être étudiant et aussi d'expression on va dire pas des illusions, mais des rêves et des projets, des perspectives étudiantes. Justement, c'est intéressant que tu parles aussi un petit peu du nouveau Front populaire, parce qu'il y avait une question sur le chat justement sur c'est quoi le soutien que vous avez aujourd'hui vis-à-vis des autres partis qui composent le nouveau Front populaire, votre lutte spécifiquement. Bah oui, c'est une question qui se pose légitimement. Alors des fois on décrit le manque justement au niveau national, au niveau politique, au niveau des organisations politiques, de prise en main on va dire et de visibilisation et de aussi démocratisation de notre lutte. Mais on sait par exemple que au sein du mouvement populaire, la France Insoumise, hein, tout bonnement, la France Insoumise a visibilisé plus ou moins notre lutte. Voilà, il y a eu des rassemblements. Nous, je sais que par exemple en Ille-et-Vilaine, la députée la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, du coup qui est Marie Mesmer, a été du coup une syndicaliste étudiante également, et est chargée aussi des questions relatives à l'enseignement supérieur et de recherche et la recherche, et qui a du coup porté à l'Assemblée nationale, porté dans l'hémicycle nos questions, nos revendications, qui a également rejoint des rassemblements qui étaient faits en lien avec les syndicats pro,
en lien avec les syndicats étudiants et en lien avec d'autres forces politiques pour porter et pour visibiliser nos revendications. Donc voilà, au sein de la France Insoumise, il y a quand même ça s'explique assez facilement. Voilà, c'est aussi une force politique qui appartient à la gauche radicale et une force politique qui montre aussi et qui porte les mêmes revendications sur aussi de faire de la jeunesse, de faire de notre tranche d'âge du coup de l'université un véritable nouvel âge de la vie et de faire valoir également des revendications plus nationales et générales comme une protection sociale étudiante, enfin voilà, comme une nécessité de prendre et de voir, de percevoir du coup les étudiants comme, comme une catégorie, comme une certaine classe et comme une jeunesse qui est politisée, qui est engagée et qui prend à cœur et voilà, qui n'est pas amorphe, on va dire, devant les attaques multiples qui sont celles des gouvernements, des attaques à notre intégrité et à l'accès gratuit à nos lieux d'études et également les attaques de précarisation parce que on parle beaucoup des universités, on parle beaucoup d'austérité budgétaire mais c'est également dans des services comme le Crous, où les loyers ne cessent d'augmenter. On a voilà, plus de 3,6% en prévision pour 2025 d'augmentation des loyers Crous, qui est énorme. On a des restaurants universitaires qui ferment, des bibliothèques universitaires qui ferment. Voilà, il y a même des universités, des sites d'universités délocalisés qui sont menacés de fermeture. Enfin, voilà, il faut vraiment montrer que c'est très large au sein de la vie étudiante et que toutes ces choses, eh ben, elles suivent un projet politique, un positionnement politique, et du coup, la France Insoumise, en tout cas, au sein du nouveau Front Populaire, a su se saisir et sait se saisir, et je pense va continuer de se saisir finalement de ces revendications étudiantes et de ces bilans qu'on peut dresser des politiques néolibérales pour montrer voilà que la jeunesse, si la jeunesse a voté majoritairement pour le nouveau Front Populaire, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le programme qu'ils nous ont proposé, le programme qu'ils ont proposé, c'est un programme qui est qui est bien plus en lien avec les revendications de la jeunesse, qui est bien plus en lien avec les problèmes concrets et qui est bien plus alerte sur les problèmes concrets que peuvent rencontrer les étudiants et les étudiantes partout en France. Ok. Ouais, je voulais revenir un peu dessus, parce que j'avais vite fait introduit cette question-là depuis le début. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que vous êtes... ça fait longtemps que vous êtes mobilisé à la fac de Rennes 2, mais ça fait depuis 1 ou 2 semaines, j'ai l'impression que... il me semble que le mouvement s'accélère avec les AG, les blocages, tout ça, Ouais, c'est ça. depuis fin Ouais. janvier à peu près. Vous avez fait plusieurs communiqués, j'ai vu, à propos de la répression policière. Je vais les montrer pendant que tu réponds à la question, les communiqués. Enfin, je les montre un petit peu sur l'écran depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux aussi un peu peut-être revenir un peu dessus, la répression vis-à-vis des étudiants, elle se manifeste comment depuis le début du mouvement? Bien sûr. Bah, en fait, le truc, c'est que nos rassemblements étudiants, les premiers rassemblements qu'on a fait du coup en début janvier, enfin tout au long du mois de janvier, c'était vraiment des rassemblements du coup qui étaient un petit peu, on va dire, faits à la sauvage. Voilà, c'était des rassemblements assez spontanés d'étudiants et d'étudiantes de toutes les facs, par exemple de Rennes, et on convergeait finalement dans le centre-ville, dans des lieux qu'on sait très très importants pour visibiliser notre lutte, hein, parce que voilà, certaines universités peuvent être un petit peu excentrées du centre. On pense à la nôtre qui est sur quand même le campus de Vigan, Vigan qui est qui n'est pas qui n'est pas à côté du centre. Par exemple, il y a des campus centres, le campus de Rennes 1, qui a plusieurs sites, mais il y en a un dont un est dans le centre. Donc on a trouvé ça très important de garder ce lien entre les universités et de le visibiliser au sein de rassemblements. Dans un premier temps, les rassemblements ont toujours été de toute façon pacifiques et c'était vraiment genre un lieu un lieu assez festif, hein. Ça s'est toujours fait on le dit de toute façon dans le communiqué, mais c'est toujours fait dans la bonne humeur et toujours et dans aussi le schéma traditionnel des rassemblements étudiants et même des rassemblements en général. Et voilà. Et c'est très normalement donc, les forces de l'ordre jusqu'ici elles nous avaient quand même on avait quand même interdit des fois l'accès à des stations de métro dans des rassemblements parce qu'on était vraiment on était quand même pas mal d'étudiants, mais du coup je pense que vous pouvez voir les images hein, sur notre compte Instagram. Dans tous les cas c'est un rassemblement assez massif, en tout cas pour des races pour le stade dans lequel est la mobilisation étudiante et le mouvement étudiant qui se construit, qui se prépare. Mais voilà, c'était des rassemblements assez bons et les forces de l'ordre étaient toujours en ligne jusqu'ici cadrer plus ou moins le rassemblement.
Voilà, la question ne s'était pas encore posée, mais ça, on a vraiment franchi un cap dans la répression. Du coup, ce mardi 11 février, quand, contre toute attente, même si on ne peut pas en attendre moins, hein, des forces de l'ordre, mais voilà, c'est vraiment un cap qui a été franchi parce qu'il n'y avait pas, jusqu'ici, ça n'avait pas eu lieu d'être, en tout cas depuis le début de mobilisation en début janvier. Mais il y a vraiment voilà, eu cette volonté des forces de l'ordre de réprimer le mouvement étudiant en matraquant, en arrêtant. Du coup, on a un camarade, mais du coup, c'est visible sur le communiqué, qui a été arrêté de manière très arbitraire. Hein. Il suffit, par exemple, pour les forces de l'ordre de voir un camarade prendre, saisir un mégaphone pour lancer des slogans et voilà, se dire que c'est lui qui doit très certainement organiser tout le rassemblement et organiser la perturbation généralisée, on va dire, comme ils le perçoivent. Donc voilà, ça suffit pour eux d'intervenir. Et il y a eu aussi cette volonté de nous piéger, de faire ralentir et de nous empêcher d'accéder à des lieux qui sont très centraux et des lieux qui sont des gros enjeux dans la visibilisation, hein, je le redis, hein, de notre mouvement. Voilà, déambuler en ville, c'est un vrai message et voilà, les gens nous voient parce qu'il y a eu quand même il y a la place Sainte-Anne, par exemple, c'est quelque chose de très central pour nous, et nous empêcher d'y accéder, empêcher d'accéder aussi aux stations de métro, c'est un vrai choix politique, et voilà, je pense qu'il n'est pas fait que à l'échelle des forces de l'ordre, hein, mais ça se fait également à l'échelle de la préfecture, hein, des choses, voilà, ça vient aussi de plus haut, on le sait très bien, et on s'en doute, et c'est ce qu'on décrit. Donc voilà, il y a vraiment ce cap qui a été franchi mardi. On a eu, voilà, je vois encore des étudiants et des camarades à moi qui ont vraiment été blessés, qui ont eu des bleus, qui ont eu des marques sur leur corps. Ça, c'est vraiment c'est vrai, c'est physique. Hein. Les conséquences de cette répression sont physiques, même si elles sont elles sont également morales. Hein. On sait très bien il y a eu des remarques toujours hein, racistes, sexistes, lancées par les forces de l'ordre tout au long de la mobilisation des rassemblements. Il y a une véritable provocation et aussi un, de, un processus, on va dire, d'humiliation hein, des forces de l'ordre, de notre mouvement et des étudiants et des camarades qui se sont mobilisés. Et voilà, ça a vraiment franchi un cap. Il y a eu les images, voilà, et on a trouvé très important de faire un communiqué pour parler et pour montrer aussi aux autres universités, aux autres étudiants qui sont mobilisés partout en France, que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient qu'il y a un rapport de force qui est en train de se faire, qui est en train de s'imposer. Nous, ce rapport de force, par exemple, qui a été visible avec la présidence, nos liens avec la présidence qui a du coup décidé, comme je l'ai dit, de fermer administrativement la fac, fermer la fac pour nous empêcher de nous organiser, et qui nous disait cash, voilà, qu'il avait peur de cette date nationale, du coup, qu'on lançait. Donc voilà, il y a ce vrai truc, il y a un rapport de force qui est en train de se créer, et du coup, la répression policière est une démonstration de la réussite, finalement, et la construction de ce rapport de force, en tout cas à Rennes, et je pense partout en France, parce que du coup, aussi, je le rappelle, à Lille 3, il y a eu aussi, et même à Sciences Po Strasbourg, mais c'était plus en lien avec la Palestine, mais ça reste dans le cas d'une mobilisation étudiante, des forces de l'ordre qui ont pénétré les campus. Nous aussi, les forces de l'ordre ont pénétré notre campus universitaire, du coup, à Rennes 2, elles y ont gazé, voilà, elles y ont poursuivi des étudiants, elles ont aussi procédé à des contrôles d'identité, ce qui est quelque chose qui, voilà, et ce qui est en totale rupture aussi avec la franchise universitaire, parce que la présidence a communiqué sur le fait qu'il n'avait jamais autorisé les forces de l'ordre à franchir les portes du coup de Rennes 2, ce qui est quelque chose, voilà, la franchise universitaire, quelque chose de très important pour nous, et qui protège nos lieux d'études de cette d'intervention des forces de l'ordre et de cette répression qui peut être organisée de manière gouvernementale. Hein, juste pour préciser, qui fait pardon. Pardon, juste pour préciser, quand Oui. tu parles de franchise universitaire, pour les gens qui ne comprennent, qui ne savent pas, parce que normalement, aussi bien sur les universités que d'ailleurs pour les écoles en général, hein, c'est-à-dire que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de rentrer au sein du campus universitaire sans y être directement autorisé par le président de la fac. C'est ça. Donc quand des flics rentrent sur une fac, c'est parce que ça a été autorisé par le président ou la présidente de la fac. Exactement. C'est la présidence du coup qui est dans la franchise universitaire, on va dire le monopole du choix. Mais même c'est quelque chose, voilà, et après on parle de cette rupture de la franchise universitaire, mais voilà, même pour une présidence d'accepter que les forces de l'ordre pénètrent l'université, c'est quelque chose de très problématique. Voilà, il y a eu, ça s'est fait dans certaines universités, ça s'est vu à Sciences Po, tout à travers la mobilisation qui s'est construite dans les Sciences Po, même dans d'autres universités pour la Palestine. On a vu beaucoup d'images très choquantes de forces d'ordre qui pénètrent les universités et des fois du coup en accord avec la présidence. Ouais, même nous, quand on a mené l'occupation et les blocages, il y avait toujours cette question, et l'occupation c'était plus visible le soir, ce stress sur est-ce que la présidence sera capable de faire intervenir les forces de l'ordre, dans quel cas c'est vraiment porter un gros coup au mouvement et porter un vrai signal qui est voilà, un total désaccord avec les méthodes, méthodes employées pendant, du coup, pour la mobilisation étudiante. Donc voilà, il y a ce vrai truc du coup d'intervention des forces de l'ordre qui est quelque chose,
parce que on sait très bien que donc la police est un outil, hein, employé du coup par le gouvernement pour faire plus ou moins pour faire respecter, pour imposer et faire en sorte que voilà que l'ordre établi reste établi, que voilà les étudiants continuent à se taire, les étudiants continuent à se fondre dans un système universitaire qui est profondément injuste et inégal, et qui continue à aussi voilà, après c'est quelque chose de très voilà, c'est une critique qu'on peut faire énormément et qu'on peut porter au gouvernement néolibéraux, hein, et au gouvernement macroniste du coup. C'est vraiment une volonté de montrer que les étudiants ils sont là pour préparer leur seulement pour préparer leur intégration dans le milieu professionnel, pour préparer on va dire leur futur, alors que les années universitaires, les années d'études supérieures, c'est des moments qui sont très cruciaux dans la construction d'une personne, dans l'émancipation, dans également tout ce qui voilà, toutes les rencontres qu'il peut faire, et que la réorientation, des choses comme ça, sont des choses qu'on doit pouvoir envisager, des choses qui ne doivent jamais être traitées comme comme des alternatives humiliantes ou des alternatives qui doivent seulement se faire dans des cas très, très rares et très spécifiques. Mais voilà, c'est un véritable choix politique d'intervention des forces de l'ordre, et cette défense de l'ordre établi, cette défense puis cette utilisation d'une véritable chien de garde, il faut le dire, pour matraquer et toujours plus réprimer les mouvements étudiants, parce qu'il y a une peur, il y a une véritable peur, et puis même on le voit à l'échelle plus nationale, à travers comment une étudiante peut être traitée par le ministère de l'enseignement supérieur et par le gouvernement en général. Il y a une volonté de réduire et d'entraver la visibilisation de ce mouvement. Et aussi, c'est beaucoup utilisé aussi, et les médias sont un vecteur très important des choix faits par cette classe politique. On le sait très bien et on le dénonce, hein, tout au long même de nos mobilisations. L'Union étudiante le dénonce, on le dénonce aussi à notre échelle. Les médias qui sont possédés par des milliardaires, les médias de Bolloré, etc. C'est vraiment des outils qui permettent, mais de manière peut-être plus culturelle, de manière peut-être un peu moins avouée, de donner une très mauvaise image à nos mouvements, à nos revendications, à nos mobilisations, et peut-être des fois de légitimer pour certains l'intervention des forces de l'ordre et l'intervention et l'emploi de la force physique pour contraindre les étudiants à revenir en cours, à se taire et à ne pas porter tout haut leurs revendications, et surtout à ne pas s'organiser nationalement, parce que c'est leur grande peur et leur grand cheval de Troie, on va dire. Oui, c'est un peu le sois pauvre et tais-toi. Ouais, Mais 68 exactement. au niveau des étudiants aussi, quoi. Tu parlais tout à l'heure Ouais, c'est clair. des médias qui sont détenus par les milliardaires. J'en profite pour rappeler que nous, à l'Insurgé, nous ne sommes pas détenus par des milliardaires et que nous vivons grâce aux dons des gens qui lisent et qui regardent les lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des dons, l'insurgé.fr, abonnez-vous. Bref, pardon, excuse-moi, c'était l'occasion pour faire un peu de promo à un média indépendant qui est le nôtre. Alors juste, il y avait juste une petite question de Quallard sur le chat à laquelle je vais prendre le temps de répondre. Quallard qui disait quand les flics viennent prendre un gamin pour le déporter à l'école, la chef d'école autorise. Alors je pense que Quallard, tu fais référence à ce qui s'est passé en Moselle récemment avec une élève qui a été arrêtée parce que ses parents ont été reconduits à la frontière. Pour le coup, c'est pareil qu'à l'université, la police est rentrée parce que la direction de l'établissement les a autorisés. C'est d'ailleurs ce qui a participé à toute la polémique autour de ce scandale, c'est que la présence de l'école avait autorisé la police à rentrer pour arrêter une élève en plein cours, quoi. Bon, voilà. Il y avait aussi une question que je voulais te poser avant de l'oublier. Je change un peu de sujet avant qu'on revienne un peu sur la répression policière et tout. Mais parce que tout à l'heure, tu as beaucoup parlé des jeunes, mais il y a aussi des étudiants qui ne sont pas jeunes. Alors, je sais que la jeunesse n'est qu'un mot, tout ça, voilà. Mais aussi beaucoup d'étudiants qui ne sont pas jeunes. Déjà, est-ce qu'il y en a dans votre mobilisation actuellement, des étudiants moins jeunes, pour pas dire vieux, mais voilà, bon, c'est relatif. Et comment ils s'investissent dans la mobilisation aussi, et vous, comment vous allez vers des étudiants qui justement sont peut-être moins jeunes et qu'on va peut-être moins mettre en avant parce que c'est pas l'image qu'on a de l'étudiant en général, quoi.
Oui, c'est une très bonne question et on en a en tout cas à notre université, il y en a dans toutes les universités et dans nos mobilisations plus spécifiquement, parce que je me rappelle très bien qu'aussi pendant les assemblées générales, il y a des étudiants, étudiantes qui faisaient des interventions pour parler du coup des mobilisations pour mobiliser des mobilisations qui avaient eu lieu antérieurement du coup à cette mobilisation-là. Ça parlait beaucoup du coup des réformes de retraite, mais c'est quelque chose aussi encore un petit peu qui reste très récent. Mais ça parlait également de 2018 parce qu'il y avait eu une occupation également en il y avait eu une mobilisation en tout cas à Rennes 2, l'occupation d'un bâtiment en 2018. Donc ouais, il y a vraiment ces mobilisations-là. C'est des mobilisations qui montrent, et du coup ces interventions-là sur des mobilisations qui sont vraiment antérieures, ça montre qu'il y a aussi que l'université c'est quelque chose qui n'est pas voilà, que c'est pas on n'y rentre pas et on n'y reste pas seulement de 18 à voilà, je ne sais pas, à 22 ans, mais c'est quelque chose de très large et qui doit aussi permettre à certains étudiants et étudiantes qui sont du coup plus voilà, qui sont plus âgés, qui sont un peu plus anciens, de pouvoir se réorienter parce que voilà, les orientations elles peuvent se faire à l'issue et à la fin d'un long cursus. Elles peuvent également pouvoir, voilà, les gens peuvent avoir le choix aussi de reprendre leurs études, même si voilà, même si ce sont des gens qui ont passé l'âge, on va dire, traditionnel pour intégrer l'université. Ça doit être possible et ça doit être mis en place aussi et montrer que l'université, c'est pas un lieu où il y a seulement la jeunesse, une jeunesse qui voilà, serait cadrée de 18 à 25 ans, mais c'est aussi un lieu, comme on dit, d'émancipation, un lieu de formation, un lieu qui doit être accessible à toutes et à tous. Et par exemple, on a également la question des étudiants et étudiantes étrangères, qui est une question qui est très importante, parce que voilà, il y a des gens qui fuient leur pays, migrent, qui fuient leur pays, fuient des pays en guerre, et qui sont peut-être des étudiants et étudiantes qui sont plus âgés que la moyenne qu'on peut trouver dans les universités, mais qui doivent pouvoir accéder à ce lieu d'émancipation, à ce lieu de formation qu'est l'université, sans distinction. Sans distinction, voilà, liée sur l'origine, sur l'ethnie, sans distinction de classe, sans distinction de genre, sans aucune distinction finalement. Et du coup, c'est aussi en luttant contre les discriminations au sein même de nos universités, que ce soit des discriminations voilà, validistes, liées au genre, agistes aussi, voilà, des discriminations racistes également. Ça doit être, en luttant contre ça, en ayant un vrai discours politique, c'est aussi montrer que l'université, c'est un lieu où se déploie la diversité sociale. Et cette diversité sociale, elle se fait également dans les âges, mais les âges aussi, je veux dire, quand voilà, on a des étudiants qui sont peut-être plus âgés, il y a également, c'est pas seulement une question voilà, d'âge, c'est aussi une question d'accessibilité et aussi question aussi plus économique, relative économiquement. Il y a des gens qui n'ont pas forcément eu la chance au départ, au début de leur vie, de pouvoir directement poursuivre leurs études après le collège ou le lycée. Il y a des gens qui ont dû travailler pour gagner leur vie, travailler pour pouvoir se loger, se nourrir, et maintenant voilà qu'ils ont l'opportunité de reprendre leurs études, ils sautent sur l'occasion. Et voilà, on doit toujours lier ça à un discours politique voilà, qui lie finalement, je veux dire, voilà, pour sortir des termes très marxistes, mais la lutte des classes à nos revendications étudiantes, à notre mobilisation, à nos mots d'ordre, et qui montre que finalement, que ça suit une trajectoire et ça suit des véritables choix politiques également voilà, de mobiliser. Mais oui, on a des étudiants, en tout cas, on a des camarades qui sont bien plus âgés, voilà, qui peuvent avoir la trentaine pour certains et certaines, et qui trouvent aussi dans l'université ce lieu d'expression qu'ils n'ont pas dans la vie de tous les jours, qu'ils n'ont peut-être pas dans voilà, dans leurs emplois et dans leurs métiers respectifs, voilà, et qui n'ont pas peut-être aussi dans la vie de tous les jours et qui n'ont pas ça s'exprime très facilement avec voilà l'accessibilité, on va dire, et l'intérêt des médias pour certaines questions plus que d'autres, pour certains profils plus que d'autres, etc. T'inquiète pas, la lutte des classes, c'est pas un gros mot ici. Pas de souci. Je me doute bien. Je voulais revenir je voudrais, pour continuer un peu sur ce sujet de la répression, parce que pour moi, ça en fait partie. Vous avez sorti il y a pas longtemps, du coup, sur vos réseaux sociaux. Alors là, je suis sur X, une enquête de l'AG antifasciste rennaise. Alors, je sais pas si on dit rennaise ou rennaise, je sais plus. Je sais pas si c'est l'accent ou pas. Rennaise, ouais. Alors, je lis votre tweet. Une enquête de l'AG antifasciste rennaise montre avec des preuves accablantes les liens de l'UNI Rennes avec des groupuscules d'extrême droite violents. Alors, l'UNI, qui est un syndicat étudiant officiellement de droite, mais qui penche quand même beaucoup à l'extrême droite.
Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu sur cette bien enquête-là, sûr. sur ce syndicat-là? C'est quoi la présence de ce syndicat étudiant de droite extrême, on va dire, à Rennes 2? Et est-ce que vous les voyez Mm. au sein de cette mobilisation? Alors j'imagine bien qu'ils vont pas combattre de votre côté, mais justement, c'est pour ça que je parle un peu de Mm. répression aussi avec ça. Est-ce qu'ils sont à quel point ils sont présents sur la fac? Mm. Bah, c'est une question qui est très pertinente, et puis de toute façon, je savais qu'on allait venir. La question de l'extrême droite, hein, de toute façon, la question de l'extrême droite et l'UNI, du coup, l'enquête qui a été publiée, hein, voilà, c'est nourri par un vrai travail d'enquête et de récolte d'informations qui se fait depuis plusieurs années. Et puis voilà, c'est quelque chose qui a été très vite. Voilà, c'est les groupuscules d'extrême droite dont on parle. C'est aussi des groupuscules qui ont pu voir, par exemple, dans la dissolution de l'Assemblée nationale, ce moment très important et ce moment où on a eu peur, hein, une véritable fascisation, on va dire, du gouvernement. Et on a d'ailleurs toujours très peur. Voilà, il faut montrer qu'il y a des moments où ces groupuscules ressurgissent, et ça a été le cas en juillet dernier par exemple. Et nous, au sein du cas de la vie universitaire, on sait que du coup l'UNI en tant que telle à Rennes 2 n'est pas présente, elle n'a aucun siège. Et voilà, par exemple, on peut le voir donc, dans la Campus Week par exemple, c'est un événement qui se déroule sur 2-3 jours. C'est voilà, c'est là où du coup l'université, c'est les premiers jours finalement de la première semaine de l'université suite enfin, à l'ouverture et à la rentrée septembre, où toutes les organisations du coup syndicales, même les organes politiques sont invités à tenir un stand pour voilà, visibiliser leurs actions et se visibiliser leurs revendications exactement également. Et à ce moment-là, par exemple, l'UNI n'a jamais été présente à Rennes 2, puisque la présidence refuse même voilà, que l'UNI soit présente, et qu'il y a un vrai travail du coup de l'AG antifasciste rennaise, et aussi de groupes et d'organisations comme la Défense collective, qui, on va dire, font ce travail de veille antifasciste en n'acceptant pas et en ne traitant pas du coup avec l'extrême droite sur nos campus, parce qu'on n'en veut pas, et ils ne sont pas dans les bienvenus. On n'est pas dans cette logique pseudo-démocratique voilà, l'excuse, comme sortir l'excuse de la pluralité pour expliquer la présence de l'extrême droite. Pour nous, ce sont des gens qui vont à l'encontre et qui empêchent un débat démocratique d'avoir lieu, qui empêchent tous les étudiants et toutes les étudiantes sans distinction à avoir accès à l'université, et à se sentir également protégés et à se sentir libres sur nos lieux d'études, ce qui est une grave atteinte hein, au principe même de l'université. Donc voilà, on empêche du coup, pour rappeler un petit peu pourquoi hein, l'extrême droite, mais c'est très rapide et très basique, hein, pourquoi l'extrême droite de pénétrer nos campus. Et en tout cas, à Rennes, il y a ce travail qui est fait. On sait qu'à Rennes 1, par exemple, c'est plus compliqué. L'UNI tient des stands, l'UNI est bien plus visibilisée parce que c'est une fac. Voilà, la présidence c'est pas le même bord politique. C'est une fac de droit, il y a également au niveau des formations, ça s'explique. Donc voilà. Mais en tout cas, l'AG, du coup, l'enquête qui a été publiée par la Nordifest, c'est pour montrer, et c'est très important d'avoir ce discours en tête, que l'UNI n'est même pas un syndicat étudiant, parce qu'un syndicat étudiant, il est fait pour protéger et défendre les intérêts des étudiants et des étudiantes, et l'UNI ne le fait absolument pas. Voilà. Certains étudiants et certaines étudiantes, ils ne mènent aucune action concrète de plus, et voilà, les rares moments où moi, en tout cas, je les ai vus, c'était voilà, par exemple des moments de tractage, et en fait des moments aussi où ils basent tout en fait sur le recrutement, parce que ce qu'ils veulent c'est pouvoir pénétrer les campus, pouvoir pénétrer la vie politique rennaise, et puis je parle enfin que pour Rennes hein, mais ça se fait également à l'échelle nationale. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une campagne nationale de lancer contre l'UNI, qui est relayée par la France Insoumise, par l'Union étudiante et par notre syndicat, pour montrer que l'UNI, parce qu'on y a divers par exemple militants de l'UNI pardon, qui ont voilà, fait des saluts nazis, qui ont tenu des propos antisémites, des propos racistes, et qui ont été filmés, parce qu'on sait qu'ils y tiennent, mais voilà, quand ils sont filmés et quand ils sont montrés concrètement, c'est différent en tout cas pour les gens. Et il y a vraiment ce travail d'enquête du coup plus national et de campagne nationale qui est actuellement mené, pour montrer que voilà, ce sont juste des gens qui ne défendent pas, voilà, qui ne défendent pas et ne luttent pas contre les discriminations, qui ne sont pas là pour protéger les étudiants et étudiantes, mais qui sont bien là pour effectuer un tri entre les étudiants et étudiantes, pour toujours faire valoir ce discours qui est du coup un discours tenu par les organes politiques comme le Rassemblement national ou Reconquête et j'en passe, de préférence nationale, ce discours xénophobe, raciste, et ouais, ce discours qu'on veut combattre nous en tant qu'organe de gauche et même en tant que juste syndicat étudiant et en tant qu'étudiant et étudiante de Rennes 2. Donc voilà, c'est très important pour nous de montrer qui ils sont réellement, et ce travail d'enquête qui est fait du coup avec l'agent antifasciste de Rennes, qui elle aussi du coup tient différentes AG, qui fait vraiment un travail antifasciste très important à Rennes, et qu'on fait toujours attention à relayer et à effectuer main dans la main avec eux. Voilà, c'est très important, et il faut que ce soit quelque chose voilà, qui soit repris nationalement. Du coup, ça a été repris nationalement, et nous, on l'a plus ou moins lancé de notre côté avec les informations qu'on avait du coup à notre échelle. Voilà, montrer que
on n'est jamais débarrassé entièrement d'extrême droite, même si elle n'est pas organisée politiquement et qu'on ne la laisse pas plus ou moins s'organiser syndicalement et politiquement au sein de Rennes 2, il y a toujours cette menace d'intrusion. Et du coup, pour en revenir à la mobilisation, on sait qu'ils ont du coup publié des articles, des communiqués qui détruisaient, enfin qui avaient vocation à charger, on va dire, la mobilisation et dire que ce n'était que la mobilisation du Carénez c'était le monopole des sauvages, de l'ensauvagement, des dégradations, montrer que voilà, c'était les gens qui voulaient voilà, en fait, d'élaborer le profil du gauchiste, du gauchiste puant comme ils aiment montrer, du gauchiste qui ne veut pas aller en cours et voilà, qui tient un discours woke comme ils aiment l'appeler, qui est dangereux, qui serait dangereux pour les Françaises et Françaises, qui remettrait en cause l'identité nationale, enfin voilà, quelque chose qui n'est absolument pas fondé et qui est très facilement voilà, et qu'on tient à tous les jours débunker et qu'on tient tous les jours faire voilà, effondrer. Mais voilà, en fait c'est un discours qui suit les discours organisés du coup par plus nationalement, hein, par le Rassemblement national, par les partis comme Reconquête. Voilà. Et du coup, au sein de Rennes 2, je sais qu'ils ont pénétré les lieux, par exemple, pour montrer, venir filmer des photos de dégradation, pas dégradation, mais voilà, des tags, par exemple, des tags qui sont des revendications politiques, hein, que nous, on analyse et interprète à juste titre comme des revendications politiques, des moyens d'expression des étudiants et des étudiantes. Mais ils sont venus montrer voilà, que c'était honteux, qu'on avait dégradé le campus juste pour le dégrader, qu'il n'y avait aucune revendication politique, et qu'en quel cas, ils étaient tout à fait obsolètes. Donc voilà. Donc ils ont publié des communiqués, mais de façon très lâche, hein. Ils ont pris des photos, c'est toujours très lâchement, parce que dès qu'ils sont perçus dans l'université, voilà, on fait très attention à les en virer, hein, les en dégager, parce que ils mettent en danger des étudiants et des étudiantes. Ils ont des agressions racistes, des choses qui se sont vues dans Rennes 2, qui sont vues dans les autres campus à Rennes et même plus nationalement. Voilà, ils sont là pour faire un vrai tri entre les étudiants et les étudiantes, et ils ne sont pas là pour faire de l'université un lieu d'émancipation et de socialisation comme nous on souhaite en faire et on souhaite voilà, qu'elle le devienne, contrairement à ce qui est voulu et orchestré par les gouvernements successifs. Voilà. Mais voilà, l'UNI est quand même très peu présente, du coup elle ne participe pas du tout à la mobilisation, et elle, voilà, comme je dis, elle fait toujours très lâchement les choses, et voilà, parce qu'elle sait qu'il y a une grosse présence antifasciste, et que nous, du coup, en tant qu'Union Pirate, on tient un discours qui est antifasciste, voilà, on est un syndicat qui est antifasciste, parce que la lutte contre la précarité étudiante, ça passe par la lutte antifasciste, ça passe par la lutte contre l'extrême droite, que ce soit dans l'ordre des idées, enfin, surtout dans l'ordre des idées, dans l'ordre aussi de moyens et de méthodes de combat en fait de la précarité étudiante, puisque là, en fait, ils ne la combattent absolument pas, et même ils l'aggravent. Et aussi, voilà, on sait qu'à l'échelle plus nationale, ils travaillent main dans la main avec les macronistes, le Rassemblement national travaille main dans la main avec les macronistes pour participer à cette précarisation qu'ils trouvent même trop faible chez les macronistes ou chez les libéraux, cette précarisation des étudiants et des conditions de vie, d'études des étudiants et des étudiantes. Ouais, parce que pardon. Moi, par rapport à l'Uni, alors j'ai montré un peu sur l'écran tout à l'heure pendant que tu parlais. Il y a eu l'affaire qui a été sortie par Mediapart il y a pas longtemps. Là, t'as dû suivre de l'Uni Strasbourg, Ouais. de l'Uni Strasbourg qui voilà en fait ne se cachait pas de traîner avec tout ce que le néonazisme peut faire de pire. Alors apparemment quelqu'un sur le chat qui disait que la section avait été dissoute il y a pas longtemps, donc j'ai pas vérifié cette info, mais c'est de bonne source, on va dire. Donc voilà. Moi, je me rappelle, j'avais été 1 an étudiante à Lyon 3, donc, qui est quand même une fac où l'extrême droite est assez implantée. Et je me rappelle d'un tract qu'ils avaient fait, enfin, pour vous dire un petit peu leurs revendications, hein. Je me rappelle d'un tract qu'ils avaient fait où sur bien un tiers du tract, leur revendication principale, c'était que au Crous, il y ait le retour du bon pain, du bon jambon et du bon fromage et du bon vin. Enfin, vraiment, c'était leur revendication principale. Et c'était parodie d'eux-mêmes, quoi. C'était assez impressionnant. Oui. C'est Re89 qui a balancé l'info de la dissolution. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup pour la source. Donc ouais, c'est intéressant de voir à quel point vous arrivez comme à vous mobiliser un peu sur tous les terrains entre le national, le local, avec la direction, les forces de l'ordre et l'extrême droite. Ça fait quand même pas mal de gens à qui s'opposer. Comment vous arrivez à tenir, parce qu'en plus tu parlais aussi des médias, des grands médias qui donnent pas forcément la meilleure image quoi de votre mouvement. Comment vous arrivez à tenir, comment vous arrivez à trouver de l'espoir quoi. Alors peut-être que la question peut paraître naïve, mais je pense qu'elle est importante aussi quoi. Oui.
Bon, de toute façon, c'est une question qui se pose, hein, et puis même nous, on se la pose au quotidien, on fait attention à se la poser pour se motiver, parce que, enfin, il y a des jours où voir par exemple des images comme c'était le cas du coup de mardi, d'une répression policière énorme, c'est forcément une chose qui décourage, hein. Il faut pas croire que voilà, c'est des choses qui nous, voilà, ça peut nous motiver aussi dans le fait qu'on voit qu'on avance sur la construction d'un véritable rapport de force et qu'on fait peur aux institutions et aux instances de pouvoir, mais c'est également se poser la question de pourquoi on fait ça et aussi de voir concrètement ce que ça donne, parce que par exemple, nous, à Rennes 2, voilà, on avait un petit peu peur d'être seul au début, mais on voit qu'on ne l'est pas et que les gens nous rejoignent, les universités nous rejoignent peu à peu, petit à petit. Mais c'est vrai que il y a toujours cette question de comment articuler le local à une nationale, comment articuler nos luttes entre elles, et aussi comment continuer notre action syndicale au sein de l'université tout en continuant la mobilisation. Voilà, parce que nous, voilà, on tient par exemple une distribution alimentaire tous les 2 semaines, on a aussi des bars associatifs, on a une crêperie solidaire à tenir tous les jours. Donc ça demande déjà la mobilisation d'un effectif militant, étudiant. Mais en vrai, c'est des questions qui se posent. En tout cas, je sais qu'on a des liens. Voilà, on fait attention à notre échelle du coup de nos syndicats, à avoir toujours des liens directs avec l'union étudiante, à voilà aussi toujours se tenir à disposition de l'union étudiante et de relayer leurs appels. Et en fait, l'union étudiante a aussi cet espace, est un espace qui est très qui est de coordination finalement et de concertation des différents syndicats qui la composent entre elles. Par exemple, je sais que voilà, nous, on appartient du coup, et les syndicats qui appartiennent à l'union étudiante s'organisent en CA, en conseil d'administration, et au sein de ces CA, en fait, qui ont lieu, voilà, qui ont lieu de façon très régulière, on s'organise et chaque syndicat a la possibilité du coup et peut parler, voilà, peut proposer des choses, on a un ordre du jour et on s'y tient, mais voilà, peut également renseigner sur l'avancée de la mobilisation. Du coup, on se met tous et toutes au courant, puis on a des conversations aussi, des boucles Telegram, des boucles Insta et tout, qui voilà, qui nous mettent directement, qui permettent directement d'avoir les informations un petit peu brutes, on va dire, et de nous organiser de façon peut-être plus spontanée. Mais voilà, au sein de CCA, on discute des dates nationales, chaque université donne son avis, donne ses disponibilités, donne aussi également peut également aussi faire part de ses difficultés, des obstacles qu'elle peut rencontrer dans la mobilisation, et en quel cas on n'hésite pas à l'aider, on n'hésite pas, voilà, par exemple, je sais que moi je suis allée à Toulouse, du coup je reviens de Toulouse, enfin je suis revenue ce matin, mais voilà, j'étais à l'AG de Mirac qui a eu lieu hier midi, et voilà, on a fait une intervention pour montrer aussi qu'il n'était pas tout seul, et je pense qu'ils le savent, en tout cas les images de Rennes 2 circulent pas mal, mais qu'il n'était pas tout seul, et qu'on espérait ne pas être tout seul, et qu'on enjoint les camarades à rejoindre le mouvement plus vite, et selon leur temporalité, mais voilà, à vraiment se mobiliser, et on montre qu'à Rennes ça fonctionne, même s'il y a eu des images, même s'il y a des images comme celles qui ont eu lieu mardi, ça fonctionne, on fait peur, on obtient, donc c'est difficile d'obtenir des victoires en tant que telles, mais je veux dire, rien que de voir les AG qui se remplissent de plus en plus, de notre côté, enfin, voilà, de voir les différences entre les AG qui se tenaient début janvier et celles qui se tiennent maintenant, on se rend compte que ça prend énormément, et même dans d'autres facs, hein, à Bordeaux ça prend beaucoup plus, les AG sont plus massives, à Toulouse les AG sont plus massives également, voilà, les rassemblements sont plus massifs, Lille a bloqué alors que voilà, elle avait des difficultés à se mobiliser avant, donc voilà, il y a vraiment ce truc de circulation d'informations, des images, et en fait d'aide, on va dire, interfac, d'aide interuniversitaire, si on peut l'appeler comme ça, qui est très importante pour nous. Voilà. Mais après, pour donner de l'espoir à nos militants, voilà, c'est pour ça qu'aussi c'est un travail unitaire, transpartisan qui se fait au sein de cette mobilisation, entre organes politiques, entre organes syndicales, on s'entraide, voilà, on s'organise tous ensemble, voilà, même si c'est des organisations qui peuvent être parfois, voilà, ces aides et cette volonté transpartisane unitaire peut parfois être perturbée par des élections, voilà, par des élections où là chacun défend sa liste, mais on veut montrer que le mouvement passe avant tout objectif électoraliste de n'importe quelle organisation, et que on doit créer des espaces comme les AG dans lesquels tous les étudiants et étudiantes sans distinction peuvent discuter, s'exprimer. C'est pour ça que les AG, voilà, on efface, nous, l'Union Pierre du coup relaie les appels des AG, mais on s'efface en tant que syndicat plus ou moins, et voilà, on a des interventions d'étudiants, voilà, d'étudiants, je veux dire, assez ordinaires, qui ne sont, enfin, quand je dis ordinaires, qui ne sont pas organisés au sein de syndicats ou d'organisations politiques, on s'entend, hein. Mais voilà, c'est ça qui est très important, et je pense que ces AG-là, elles donnent confiance, en fait, que le mouvement étudiant, voilà, aucune organisation qui est vraiment de gauche ne freinera ce mouvement pour ses propres objectifs. En tout cas, voilà, aucune organisation qui est honnête vis-à-vis de ses objectifs ne le fera, ne freinera la chose pour suivre ses propres intérêts ou ses propres objectifs, parce que c'est quelque chose qui est au fondement
de notre projet et de notre engagement politique pour moi. Et c'est pour ça qu'on appelle les syndicats professionnels à se saisir cet engagement à travers les travailleurs et travailleuses. C'est pour ça que ça me semble très, très important d'être toujours dans une logique intersyndicale et transpartisane, inter-orga politique également. Enfin, voilà. Mais l'espoir, il est donné aussi par des images qu'on peut avoir et par aussi. Enfin, typiquement, le fait d'être invité voilà, ici, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. On a été très contents. Et voilà, on reçoit très peu en invitation. Hein. C'est sûr que c'est pas BFM qui va nous inviter. Peut-être tant mieux hein, à venir sur le plateau pour en parler, si c'est pour nous laisser parler pendant 2 minutes et nous couper de façon très répétitive. Enfin voilà, je suis très contente de pouvoir faire ça, de montrer. Et puis voilà, avoir des séquences comme ça, bah, ça aide les camarades aussi qui viennent de l'université à se dire que là-bas ça se mobilise, là-bas ils ont réussi, pourquoi pas nous et voilà, et puis aussi, voilà, par exemple, nous on a. Enfin, je sais que par exemple, avec une étudiante, voilà, on tient des vrais. Enfin, il y a un squelette théorique qui est construit et genre, il y a vraiment voilà, des notes, par exemple, voilà, on fonctionne en notes, mais il y a des documents voilà, qui passent de syndicat à syndicat pour expliquer comment nous on se mobilise, de notre côté, comment nous on perçoit la mobilisation, quels sont les mots d'ordre, il y a des discussions qui sont faites aussi en visio, et de montrer du coup que c'est comme ça qu'on se mobilise ici, peut-être que vous pourriez voilà, vous mobiliser de façon assez semblable, de montrer que voilà, par exemple, on rencontre tel obstacle chez nous, vous allez pouvoir peut-être à une phase différente de votre mobilisation rencontrer ces obstacles. Nous, on fait comme ça. On a choisi ces stratégies-là et d'élaborer une stratégie nationale finalement, même si chaque université, je rappelle, chaque syndicat a ses spécificités et rencontre ses propres obstacles. Voilà, il y a ses propres liens avec les présidences ou même le département ou autre. Mais voilà, on trouve ça très important de garder cette organisation nationale, du coup, permise avec l'union étudiante. Et voilà, il faut toujours être très précautionneux et faire attention à ne jamais se replier localement, parce que c'est ce qu'on pourrait faire à Rennes, on pourrait essayer de se replier localement, de ne pas essayer d'avancer voilà, de façon coordonnée avec les autres universités, d'avancer dans notre coin, de faire nos propres trucs, d'essouffler rapidement le mouvement, juste pour avoir un peu d'image, voilà. Mais aussi ne pas le faire parce qu'on sait que, et c'est urgent de s'organiser nationalement pour qu'il y ait vraiment un signal qui passe, pour qu'il y ait des choses de faites et pour qu'on s'attaque au centre du problème, à l'épicentre de la tempête, de la précarité, de la Ouais. précarisation et de la tempête néolibérale qui s'abat sur la France et puis même un peu partout, enfin, à l'échelle internationale également. Comment, parce que c'est une question qui est revenue sur le chat, comment on peut, enfin comment les gens qui regardent ce stream par exemple, qui sont pas forcément autour de Rennes, peuvent vous aider dans votre mouvement? C'est une question qui est très pertinente. Et justement, bah, nous, ce qu'on invite à faire, en tout cas en tant que syndicat, c'est bien évidemment à rejoindre et à aider les syndicats étudiants qui se mobilisent sur les facs. Si vous êtes des étudiants, bien évidemment, voilà, je pense que dans tous les facs, on a des syndicats étudiants implantés. Après, peut-être qu'il y a des exceptions, et ça, dans quel cas, il y a une autre question qui se pose, ça c'est sûr. Mais voilà, on appelle à rejoindre les syndicats, à se syndiquer, c'est très important. Même pas que pour la mobilisation, hein, pour au quotidien, pour faire respecter vos droits et puis ouais, faire valoir vos intérêts et porter vos voix au sein des conseils, même vos voix de façon plus journalière sur les campus. Mais voilà, il faut vraiment rejoindre et surtout investir, par exemple, quand il y a des AG qui sont décidés, investir ces assemblées générales, investir ces comités de mobilisation ou d'action. Si jamais il n'y a rien, aucune initiative qui est faite, ce qui est très probable, hein, ce qui est un petit peu le cas de beaucoup d'universités encore aujourd'hui et à l'heure à laquelle on échange, c'est important aussi d'en parler autour de vous, dans les groupes de promo, de ne pas hésiter à aussi, voilà, même si vous commencez à 3-4 étudiants mobilisés, étudiants déter, à se mobiliser, à faire des intervenants amphi pour appeler à tenir une assemblée générale, et des dates hein, nationales qui sont faites, donc c'est assez facile voilà, de trouver les moments dans lesquels s'organiser en AG, suivre ces dates et appeler voilà, à 3-4 à faire des AG, même si ces AG au début, voilà, au début, on sait que c'était une cinquantaine de personnes hein, qui avaient dans certaines AG, des facs, et surtout voilà, à Brest, c'était très peu au début. Je sais qu'on parlait de 35 à une AG, et maintenant ils ont réussi à bloquer leur fac. Maintenant ils ont des AG beaucoup plus massives, qui se font aussi également en lien et avec le personnel. Donc voilà, on vous invite à investir ces formes moyens traditionnelles, à appeler, même si vous êtes peu, hein, c'est quelque chose, en fait c'est très graduel, et on sait que les mobilisations c'est quelque chose de très graduel, il y a des phases, il y a aussi des contextes locaux qui font que c'est peut-être plus compliqué, mais on invite à faire ça, à se syndiquer, à rejoindre des syndicats étudiants, et puis, c'est des choses qui sont très bêtes, hein, mais même à l'échelle des réseaux sociaux, à communiquer voilà,
sur ce qui se passe, à communiquer voilà, sur par exemple, du coup, vu qu'on a très peu de couverture médiatique, c'est difficile de repartager des contenus médiatiques, mais par exemple, à suivre le compte de l'Union ouais, l'Union Pirate, ou l'Union Étudiante, ou voilà, des comptes comme ça, parce qu'on a des comptes Instagram qui sont fournis, à reposter, je sais pas, les posts qui appellent aux AG, qui appellent aux mobilisations, qui appellent au rassemblement, et voilà, à les organiser comme vous le pouvez à votre échelle dans vos villes, et si jamais, voilà, aussi à du coup, voilà, comme je disais, en parler sur les groupes de promo, à en parler également, et puis à ne pas hésiter à tenir, s'il le faut, des réunions d'information, ne pas voilà, hésiter à se saisir des problèmes et des répercussions qu'a l'austérité, qui ont ces coupes budgétaires de l'enseignement supérieur faites du coup à l'échelle nationale dans l'enseignement supérieur, les conséquences qu'elles ont dans vos universités, à demander et peut-être aussi à s'organiser avec, du coup c'est le but d'un syndicat, mais s'organiser avec d'autres étudiants pour parler des répercussions qu'elles ont à l'échelle individuelle et peut-être pour voir ce qui est possible d'être fait, que ce soit juste des réunions en début d'information comme on a pu tenir, des AG informatives ou juste voilà, de certaines interventions dans les amphis pour dire telle chose, il se passe telle chose, il se passe telle chose, voilà. Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu révoltant et est-ce que si on s'organisait, on pourrait pas réussir à faire entendre notre protestation et à faire entendre notre mobilisation et faire entendre tout simplement notre révolte et montrer que on est profondément en lien et on est profondément aussi euh, comment dire euh, ça se fait toujours dans du coup la logique de mouvement national et que on est mobilisé avec des camarades qui sont partout en France et qu'on est finalement des soutiens de cette lutte et en fait la meilleure manière de soutenir cette lutte c'est en essayant à votre manière et selon les contextes locaux de l'implanter dans vos universités, de la faire au moins connaître et de pouvoir ouvrir ne serait-ce qu'un minime espace de discussion, que ce soit dans vos promos, du coup à l'échelle plus générale d'AG, ou même juste avec voilà, des professeurs, parce qu'il y a des enseignants qui sont mobilisés, il faut le rappeler, des enseignants qui peuvent aussi peut-être tenir des discours engagés en période de cours, puis voilà, et surtout à relayer et à faire connaître les mobilisations partout en France, du coup à Rennes 2 par exemple, hein, je prends l'échelle de Rennes 2 parce que c'est la mienne, mais il y en a de multiples, voilà, l'échelle de Rennes 2, montrer que ça se mobilise, et enjoindre des camarades des gens que vous connaissez et vos connaissances à rejoindre cette mobilisation à leur échelle. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Je crois qu'il n'y a Ouais. pas d'autres questions en particulier à te remonter là tout de suite. Je pense que c'était bien, bah, c'était bien complet quand même. Merci d'avoir pris ce temps-là. Je sais pas si tu as un Merci de truc que m'avoir tu invité. veux rajouter, une dernière information, un truc, un message à faire passer en particulier. Je pense que la dernière question était très. Voilà, c'était un peu la volonté de. C'est une très bonne conclusion. Mais voilà, j'en joue encore à rejoindre la mobilisation et surtout à se saisir et de combattre cette obscurantisme, enfin, genre cette obscurité que peut représenter l'austérité budgétaire, que peut représenter voilà, les conséquences de cette austérité, les conséquences des sélections et de ces multiples coupes budgétaires faites du coup dans l'enseignement supérieur et de recherche. Donc voilà, il faut rester assez alerte dessus. Il faut se rendre compte que c'est des choses qui touchent toutes les universités. Et surtout, il faut montrer qu'on est une jeunesse, voilà, que notre jeunesse se mobilise, que notre jeunesse, elle est engagée, que notre jeunesse, elle est politisée. Et montrer que aussi, on veut faire respecter les choix enfin, les résultats des urnes, hein, ne serait-ce qu'au niveau du NFP, mais en général. Et on veut faire respecter également enfin, les droits des étudiants et des étudiantes. Voilà, c'est très important de se saisir de ces questions, continuer à en faire. Et surtout, enfin, je vous remercie énormément pour l'invitation. Du coup, voilà, et puis pour me laisser autant de temps, hein, ce qui est très peu fait pour d'autres médias, hein, mais me laisser autant de temps pour pouvoir en parler plus précisément, pour parler de Rennes 2, mais également de ce qui se passe à l'échelle nationale. Et voilà, mais j'invite encore à rejoindre les syndicats, à se syndiquer, syndicats étudiants, et toujours à suivre ce qui est fait nationalement et à combattre également les discours qu'ils peuvent avoir, qu'on peut tenir sur les blocages, sur les perturbations, sur les revendications qui n'en sont pas, ou les revendications qui sont très individualistes et tout. Ce n'est pas, voilà, il faut vraiment débunker cette vision qu'on peut avoir d'une mobilisation comme quelque chose de très égoïste, comme quelque chose qui touche seulement aussi le mouvement étudiant, hein. Ça touche plus que le mouvement étudiant, c'est la case de service public hein, qui est en cours depuis des gouvernements et qui s'accélère hein, de plus en plus avec les multiples 49.3, les coups de massue, hein, c'est des coups de massue et 49.3 qu'on se prend avec du coup les projets de finance, etc. Et, euh, et même les dingueries qui peuvent être simplement dites et, euh,
et les dingueries qui peuvent être aussi, qui peuvent sortir hein, sur des membres du gouvernement, sur des députés. Enfin voilà, et puis c'était aussi cette volonté de garder toutes ces informations, une volonté de conserver on va dire conserver un petit peu le privilège de connaître de l'outil un petit peu, de connaître l'outil économique, de connaître exactement comment les universités fonctionnent, de connaître quelles sont les conséquences, quels sont les choix et la véritable hiérarchisation qu'il y a entre les universités et les financements des universités. Donc voilà, c'est important de montrer qu'on s'engage, que nous on le démocratise. Voilà, vous pouvez suivre l'Instagram de l'Union Pirate 22, enfin, je vous envoie fortement à le faire, de l'Union Étudiante pour montrer qu'on fait des posts, que voilà, on les rend accessibles et qu'avec des simples chiffres, on peut voir qu'il y a une véritable casse du service public, qu'il y a un manque de financement et un financement des énormes coupes, un financement qui est de moins en moins important au sein de l'enseignement supérieur, et surtout débunker les discours des politiques qui veulent nous faire croire l'inverse, nous faire croire euh, que c'est que leurs choix suivent nos intérêts et qui seraient plus à même de connaître nos intérêts voilà, que nous qui vivons les conséquences concrètes de ces choix politiques effectués par les gouvernements libéraux. Voilà.